Bonjour et merci d'être là en si grand nombre. Je suis Hélène Levasseur, la coordonnatrice à la recherche chez Architecture sans frontières et je suis très heureuse de vous accueillir, dans le fond, au lancement de notre document d'information sur l'adaptation des bâtiments aux inondations et aussi sur la table ronde à ce sujet. Donc, je veux d'ailleurs remercier votre présence en si grand nombre, mais aussi souligner qu'il y a une très grande diversité d'acteurs dans la salle présentement. Je ne vous nommerai pas tous, mais il y a des professionnels de l'architecture, de l'ingénierie, en fait, des professionnels du bâtiment en général. Il y a plusieurs aussi élus et professionnels des villes et des MRC. Il y a des personnes de divers ministères, dont la sécurité publique, les affaires municipales et de l'habitation. Il y a des gens aussi de la santé et des services sociaux. Il y a des gens de l'énergie et des ressources naturelles. Il y a aussi plusieurs membres d'organismes communautaires, d'universités autant au Québec, en Ontario et aussi des universités françaises. Plusieurs citoyens aussi intéressés par la question et quelques médias. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Euh, Comme quoi, en fait, c'est la discussion sur l'adaptation des bâtiments aux inondations rejoint vraiment un très large public, concerne beaucoup de monde. Et enfin, l'architecture entre dans la discussion. Je vais vous expliquer rapidement le déroulement de la séance. En fait, premièrement, je vais céder la parole bientôt à mon directeur général chez Architecture sans frontières, Bruno Demers, qui vous expliquera qui vous introduira à Architecture sans frontières. On est conscient que plusieurs ne connaissaient pas notre existence avant aujourd'hui. Ensuite, Nicolas Milot de la communauté urbaine, c'est pas vrai, de la communauté métropolitaine de Montréal, va faire une introduction, dans le fond, sur le mandat qui a octroyé à Architecture sans frontières, qui est à la base du rapport que nous avons produit. Et aussi va introduire sur l'importance de penser la résilience des bâtiments, pas seulement la résilience des territoires, mais aussi celui des bâtiments. Donc, à partir de maintenant, je vais demander à tout le monde qui ne sont pas des intervenants et des invités à la table ronde de fermer leur micro et leur caméra, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on laisse la place, on laisse la scène complètement aux gens, à nos collaborateurs. Donc, Bruno, je te laisse la parole. Merci Hélène pour l'introduction. Donc, je suis directeur général d'Architecture sans frontières. Puis, je vais vous dire quelques mots sur l'organisation que certains d'entre vous ne connaissaient pas. Alors, Architecture sans frontières Québec est un organisme humanitaire qui a été créé par l'Ordre des architectes du Québec en 2007. Donc, l'Ordre est toujours notre partenaire dans une relation où tous les architectes du Québec sont nos membres directs et cotisent solidairement pour soutenir l'organisme. Donc, c'est vraiment un partenariat de responsabilité sociale vraiment exemplaire, puis on est très fiers et on remercie l'Ordre et tous les architectes qui sont nos membres. On est membre de Architecture sans frontières internationales, un réseau qui fédère les organismes qui partagent notre mission. Dans notre cas, notre mission, c'est de renforcer les capacités des communautés vulnérables en engageant le secteur de l'architecture. Donc, on entend, ça fait déjà écho à la problématique des inondations qui créent des vulnérabilités auprès des communautés québécoises. Notre vision est un monde où toutes les populations ont accès à un environnement bâti de qualité et la résilience de l'environnement bâti en fait partie. Je mentionne au passage, très important, nos partenaires annuels. Notre mission est rendue possible par, oui, nos membres, mais aussi différents commanditaires qui appuient notre mission à titre de partenaires de services, de commanditaires annuels. Donc, je mentionne l'Association de la construction du Québec, la Société d'habitation et de développement de Montréal, nos partenaires or, partenaires argent, Richelieu, Isolofond, Jodoin Lamarre-Pratt, architecte, Guillaume Lévesque, architecte, les Industries Polies, notre imprimeur commandite, et aussi nos partenaires bronze. Bon, je ne les nomme pas tous. On a beaucoup de partenaires, des variations par année. Donc, je les remercie d'être là pour nous, surtout dans une année comme la COVID, pour choisir de maintenir leur appui. On les remercie beaucoup et c'est grâce à eux qu'on peut opérer des activités comme celles qu'on fait aujourd'hui. Un peu plus pour Architecture sans frontières brièvement. Nos activités sont structurées par programme.
D'un côté, on a nos programmes d'assistance ou d'intervention, si on veut, là, dans des domaines prioritaires, dont la solidarité urbaine, ce qu'on fait à Montréal pour les communautés, notamment en itinérance, l'habitat autochtone au Québec, auprès des Premières Nations, des Inuits, différents projets, la coopération internationale en amenant l'expertise québécoise ailleurs en soutien au développement international, et la résilience diluvienne. Donc, toute la question des inondations, comment on amène l'architecture en renfort, ce dont on va parler aujourd'hui d'un certain point de vue. Je ne rentre pas dans le détail, on a des programmes qui sont plutôt en mobilisation de ressources au niveau de l'éducation, du bénévolat, de la collecte de fonds et de l'économie circulaire. C'est d'autres programmes qu'on opère. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la résilience aux inondations. Résilience diluvienne, donc c'est un ensemble d'actions qu'on développe préventives pour adapter le Québec aux inondations et aussi avec une assistance en cas de catastrophe. Donc, 2 axes, l'adaptation des infrastructures et l'assistance post-catastrophe au niveau du rétablissement. Donc, dans le premier axe, la question de l'adaptation, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé puis qu'on a eu un mandat avec la communauté métropolitaine de Montréal pour un premier projet que je pourrais qualifier de structurant puis d'un peu pionnier au Québec pour faire avancer cette discussion-là sur l'adaptation des infrastructures. Puis pour vous en dire plus, je vais passer la parole à Nicolas Milot, qui est conseiller de recherche en environnement et au bureau de projet de la communauté métropolitaine de Montréal. Et Nicolas, merci de la confiance pour ce beau projet-là qu'on a porté. Alors, je passe la parole à Nicolas. Merci, Bruno. Oui, une confiance. Je regardais là, qui a dans le fond commencé par un appel de votre part, d'ailleurs, à ce qu'on participe à une conférence dans le cadre des lancements de la revue Esquisse. Là, il y a déjà, en 2019, donc ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à échanger avec le monde de l'architecture et le monde de la CMM. Donc, je me présente Nicolas Milot. Je suis responsable de toutes les questions de réglementation, gestion par le risque au niveau des inondations à la communauté métropolitaine de Montréal. Très rapidement, la CMM, donc la communauté, notre territoire a été, comme vous le savez, très fortement touché par les inondations de 2017-2019. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans la région la plus impactée, là, donc autour du lac des Deux-Montagnes, Rivière-des-Prairies, c'est environ 6 000 unités résidentielles pour plus de 8 000 logements qui ont été affectés. Et ça représente un patrimoine résidentiel là, de plus de 2,5 milliards de dollars dans le secteur qui a été le plus impacté. Et bien entendu, je ne compte que les maisons qui font partie des zones non viables qu'on qualifie comme étant officielles, le fameux 0-100 ans. Et bien entendu, on est allé au-delà de ces délimitations-là et dans un contexte de changement climatique, il y a fort à parier qu'on devra considérer comme étant à risque d'inondation un nombre grandissant de maisons, que ce soit en bordure des cours d'eau, mais aussi dans des secteurs qui sont de plus en plus éloignés des cours d'eau en raison des pluies subites qu'on peut subir, notamment à la fin de l'été avec les traînées d'ouragans qu'on connaît de plus en plus fréquemment au Québec. Donc, la réalité métropolitaine, très rapidement, ce qu'elle nous invite à considérer, c'est qu'on ne peut pas juste penser à sortir le monde de la zone inondable. C'est tout simplement impossible. Les investissements sont colossaux si on veut aller dans cette voie-là. Et aussi, c'est à s'attaquer à des centres urbains, à des cœurs de communautés qui existent depuis des années, et qui existent souvent depuis bien au-delà de la réglementation et qui ne pourraient pas tout simplement être retirés d'un paysage urbain. Donc, la CMM, on a des responsabilités en matière d'aménagement du territoire, mais très, très rapidement, quand on a commencé à réfléchir à la question des zones inondables, de l'aménagement de la zone inondable, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un dialogue très important à avoir entre l'aménagement et l'architecture. Parce que oui, on peut déterminer ce qu'on met sur le territoire, mais encore faut-il comprendre comment ces unités d'habitation-là ou ces unités industrielles, commerciales, institutionnelles sont faites et sont à penser en termes de résilience aux inondations. Donc, la CMM, dans ce contexte-là, on a eu un mandat avec le gouvernement du Québec en 2018 pour réfléchir à plusieurs volets de la gestion des zones inondables. La cartographie, notamment, c'est peut-être l'axe majeur de nos interventions présentement, mais la question de la gestion par le risque, la caractérisation des vulnérabilités, c'est d'autres sujets qui deviennent de plus en plus importants pour accompagner nos municipalités en matière de gestion durable et résiliente des zones inondables. Dans ce contexte-là, on a confié à Architectes sans frontières Québec un mandat de réaliser peut-être cette première, Bruno parlait d'un travail pionnier, je crois qu'il a tout à fait raison, peut-être cette première revue de littérature québécoise. On est allé en mission en France, on a rencontré des collègues français, anglais, et on a vu l'importance qu'avait ce genre de documents de base
autour desquels les gens se rassemblent pour penser à la résilience. Et on a tout de suite compris l'importance d'avoir un document semblable chez nous, fait par des personnes qui peuvent aussi tenir compte de réalités locales. Je penserais aux hivers, à la présence de glace dans les cours d'eau lors des périodes d'inondation. Donc, on a confié à Architectes sans frontières Québec ce mandat-là et je dois vous avouer qu'on était très, très, très satisfait du travail qui a été fait. C'est vraiment un travail colossal qui a été accompli par l'équipe de Bruno et sous la supervision d'Hélène aussi, qui est présente avec nous aujourd'hui. Donc, on est très, très fiers aujourd'hui d'avoir pu, dans une première étape, créer peut-être l'étincelle que ça prenait pour Architectes sans frontières Québec pour créer ce premier pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Bruno en disant qu'il s'agit d'un premier pas et qu'il y en aura d'autres pour s'assurer que la résilience aux inondations soit quelque chose de plus en plus concret dans le paysage urbain au Québec. Alors, Hélène ou Isabelle, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Nicolas. En fait, moi, je vais tout simplement vous présenter brièvement le rapport. J'imagine que plusieurs l'ont peut-être déjà parcouru parce qu'on avait déjà donné le lien accessible avec l'invitation à la table ronde. Alors voilà, c'est la page couverture que vous avez déjà dû voir. Je ne répéterai pas notre mandat, Nicolas l'a très bien fait. En fait, ce document-là, dans le fond, il présente en quelque sorte un argumentaire en faveur de l'augmentation de la capacité, du rôle de l'architecture dans l'augmentation de la capacité de résilience aux inondations. Oui, il y a un très grand travail bibliographique qui a été fait. Donc, plusieurs ressources sont rassemblées, donc des ressources d'ici, mais aussi des ressources qui ont été prises ailleurs au Canada, beaucoup dans la francophonie aussi, donc en France, mais on a tout de même ajouté des liens importants qui ont été produits, notamment au Royaume-Uni, qui sont très avancés sur la question. Donc, on y présente aussi quelques cas exemplaires. On y présente aussi quelques cas de maladaptation, dans le fond, qui permettent de mieux saisir la problématique. On propose aussi des pistes, des stratégies pour mieux prémunir le cadre bâti. Le tout, en fait, l'objectif principal, c'est d'assurer la sécurité des personnes. J'ai dit des pistes de stratégie. On s'efforce de ne pas utiliser le mot « solution », parce qu'il n'y a pas nécessairement de solution définitive à la résilience. La résilience se veut en soi un terme qui appelle à la flexibilité, à l'adaptation. Donc, on a préféré le terme stratégie ou mesure d'adaptation ou action adaptative. Dans ce rapport, on présente en fait 3 grands types de stratégies. Donc, l'évitement, qui peut être, oui, se déplacer en un autre lieu, mais qui peut aussi éviter l'inondation, par exemple, avec des solutions, pas des solutions, mais des mesures qui permettent de rehausser le bâtiment. Il va y aussi avoir des stratégies de résistance, dans le fond, qui empêchent l'eau de rentrer dans le bâtiment. Et aussi, il y a des stratégies d'accueil qui, en soi, sont des stratégies qui permettent de faire entrer l'eau dans les bâtiments. Souvent, ça peut être des bâtiments qui ont des fondations plus vulnérables. Donc, de cette manière-là, on s'assure que les pressions soient équivalentes de part et d'autre du bâtiment pour protéger la structure. Donc, rapidement, des stratégies d'évitement, il y en a plusieurs. Dans le document, on s'efforce de les expliciter un peu plus. Donc, il peut y avoir littéralement l'abandon d'un rez-de-chaussée, le rehaussement d'un rez-de-chaussée, la construction sur remblai, l'ajout d'un étage. On peut aussi imaginer des constructions amphibies, des constructions sur pilotis et parfois aussi le déplacement. Parmi les stratégies de résistance, il y a 2 grands types de stratégies de résistance, soit celle à l'échelle du bâtiment, soit celle à l'échelle de son enceinte ou d'une communauté. Ensuite, il y a les stratégies d'accueil, comme je vous nommais, qui impliquent que l'eau entre de manière contrôlée dans un bâtiment, mais qui impliquent aussi une vaste gamme de mesures, notamment de tout remonter, les mécaniques, les électriques, les plombiers, tous les systèmes aux étages, justement, pour les protéger. Parmi tout ça se décline aussi en des cas réels qu'on tente de présenter, donc près de nous, ici dans le fond à Saint-Raymond, dans la région de Portneuf, une école sur pilotis qui était quand même construite en 1961. Donc on voit que la réflexion, ça fait longtemps qu'elle existe ici, du côté des architectes. On présente aussi des projets un peu plus innovants, dont les constructions amphibies. Ça, c'est un projet expérimental à l'Université de Waterloo par la Fondation Bayonne. Donc,
On présente aussi des cas de stratégie de résistance. C'est sûr que du côté de Venise, il y a plusieurs exemples qui peuvent être pris. Ensuite, les stratégies d'accueil, les cas les plus intéressants qu'on a recensés se retrouvent au Royaume-Uni. Et aussi, il y a des cas plus complexes et où plusieurs types de mesures sont mis de front, dont le projet de la cité fluviale à Matra, un projet d'Éric Daniel Lacombe, qui siège d'ailleurs aujourd'hui sur notre table ronde. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Alors voilà, je redonne la parole à Isabelle et à nos invités. On va tous vous présenter et la table ronde en tant que telle pourra débuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup et vraiment merci pour cette belle opportunité, cette belle table ronde et opportunité justement de parler de la place de l'architecte, de la place de l'architecture dans cette métamorphose de la ville, métamorphose qui, en l'occurrence, pour notre sujet, est due à des inondations. Donc, vous savez qu'au Québec, on a eu des inondations en 2011, 2017, 2019 majeures, mais aussi d'autres petites inondations dans d'autres villes qui font que cette réflexion est totalement fondamentale. Alors, comment construire une ville durable? Quelles sont les façons finalement de voir et d'avoir une vision réaliste de la ville résiliente? Quelles sont les stratégies et quelle est la place de l'architecte dans cette métamorphose? Je commence par me présenter, Isabelle Thomas, je suis professeure titulaire d'urbanisme à l'école d'architecture du paysage et d'urbanisme de l'Université de Montréal et aussi directrice de l'équipe de recherche Ariaction. Et je vais inviter les collaborateurs de cette table ronde à se présenter. Oui, bonjour, je suis Laurie Quentin-Tanner, je suis conseillère en environnement bâti, puis coordonnatrice régionale en sécurité civile pour la Société d'habitation du Québec. Bonjour à tous. Et évidemment, je suis un architecte sans frontières parce que je suis à Paris aujourd'hui et d'ailleurs je vis à Paris. Donc on voit bien que les frontières avec l'inondation sont quand même un peu vastes. Je suis architecte, donc je construis des bâtiments ou des quartiers, c'est ça qu'a raconté Hélène. Mais je suis aussi professeur d'architecture à l'école de la Villette et le ministère, on en dira un mot un peu plus loin, m'a confié la direction de la chaire sur les nouvelles urbanités face aux risques naturels en France. Mais je suis surtout ravi d'être avec vous. Et merci à Bruno, Hélène et Isabelle. Je suis Catherine Perrat, conseillère en aménagement du territoire et urbanisme chez Vivre en Ville. Donc, Vivre en Ville, c'est une organisation d'intérêt public qui œuvre dans les différents domaines d'aménagement du territoire au Québec. Et plus précisément, moi, je coordonne un projet qui est financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui vise à accompagner des municipalités québécoises dans leur planification d'urbanisme pour transformer durablement les milieux qui ont été touchés par des inondations. Oui, bonjour, enchanté à tout le monde. Je suis un peu comme Eric, un double vie, architecte cofondateur d'une firme d'architecture L'Œuf et aussi un professeur titulaire à demi-temps à l'Université de Montréal, école d'architecture depuis maintenant plus que 20 ans. Et je pense que depuis quelques années maintenant, j'enseigne à la maîtrise et projet de thèse la notion de concevoir des quartiers durables et particulièrement durables et résilients. Donc, une partie du sujet aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous allez voir que nous avons construit finalement cette table ronde autour de 3 thématiques complémentaires. La première thématique étant vraiment le rôle de l'architecture dans l'augmentation de la capacité de résilience des communautés, donc le rôle de l'architecte et puis forcément l'architecte en collaboration avec les différentes parties prenantes et puis avec d'autres expertises. Dans une deuxième partie, nous allons plutôt nous concentrer sur les priorités du secteur de la construction, l'architecture en matière d'adaptation aux inondations. Et la troisième partie, cerise sur le gâteau, là, nous allons vraiment aller travailler et réfléchir et vous allez nous présenter finalement des cas audacieux, des cas innovants avec des blocages, avec des opportunités et donc cette mise en œuvre de la résilience qui est permise et grâce à vous les architectes. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans cette table ronde, peut-être aussi un petit peu de débat. Quel est le rôle, justement, de l'architecture pour augmenter la résilience? À quelles échelles ça se fait? Quels sont les grands principes? Alors, peut-être que pour lancer la réflexion, je pourrais demander à Catherine de commencer à répondre.
Oui, je peux me lancer, effectivement. Donc, je préciserai d'entrée de jeu que je ne suis pas architecte ni spécialiste de l'architecture, mais je vais tenter d'apporter une perspective de ma perspective de professionnel en urbanisme. Donc, je suis tout de même convaincue que l'architecture peut jouer un rôle important dans la planification de milieux de vie qui vont à la fois répondre aux besoins de leur population, mais aussi des milieux de vie qui vont être en mesure de se maintenir à long terme, même si des inondations surviennent. Par exemple, je pense que l'architecture pourrait contribuer à faciliter le rétablissement d'abord des communautés à la suite des inondations, en offrant plus d'options pour planifier l'avenir des milieux de vie qui étaient déjà bâtis mais qui ont subi des dommages importants. Dans les dernières années, au Québec, on a vu des bâtiments inondés qui ont été réparés à l'identique, donc qui sont tout autant vulnérables aux inondations qu'auparavant. On a aussi vu des bâtiments qui ont été reconstruits différemment, par exemple, qui ont été surélevés, mais sans que l'implantation de ces bâtiments-là soit nécessairement réfléchie à l'échelle du voisinage ou du quartier. Puis, on a aussi vu plusieurs démolitions qui sont peut-être parfois souhaitables, mais qui peuvent entraîner d'autres problèmes sur le territoire, par exemple une pression supplémentaire sur l'étalement urbain. Donc, je pense que l'architecture, au niveau du rétablissement de ces communautés-là, pourrait jouer un plus grand rôle pour que ces communautés aient davantage d'options d'adaptation à leur disposition. Puis je dirais même qu'au-delà du rétablissement, l'architecture pourrait contribuer à la prévention des conséquences des inondations de façon plus générale en proposant des mesures pour adapter les bâtiments qui sont actuellement situés en zone inondable. Par exemple, dans les zones où le risque est faible ou modéré, ça permettrait de réduire la vulnérabilité de ces collectivités-là puis de préserver les milieux existants à long terme. Ça fait écho un peu à ce qui a été mentionné par Nicolas tout à l'heure. Donc, c'est ça, plutôt que d'attendre qu'une inondation arrive pour réagir, bien, on pourrait dès maintenant investir dans des mesures de rénovation des bâtiments qui sont exposés. Puis même plus précisément, j'irais aussi parler de notre patrimoine bâti en disant que l'architecture pourrait contribuer peut-être à le protéger davantage. Je pense que ça nous prend des mesures spécifiques pour protéger les bâtiments patrimoniaux qui sont exposés aux inondations avant qu'on soit mis devant le fait accompli puis qu'on soit obligé de les démolir. Donc, peut-être que ça nous permettrait d'éviter des situations comme des destructions de quartiers anciens, comme on l'a vu au Québec à la suite des inondations de 2019. Et finalement, en réfléchissant à la question, je me suis dit aussi que l'architecture pourrait contribuer à la sensibilisation de la population à l'importance de s'adapter aux inondations, parce qu'en proposant des façons d'occuper le territoire, d'habiter le territoire qui mettent en valeur la présence de l'eau dans les milieux de vie, ça contribue à sensibiliser la population qui y réside. Donc, je pense que ça nous amènerait vers une cohabitation de plus en plus harmonieuse, peut-être avec l'eau en milieu bâti. Donc, je m'arrête ici pour laisser mes collègues renchérir. Ben, tout à fait. Merci beaucoup pour ces différents éléments qui montrent justement aussi l'importance d'avoir des diagnostics de vulnérabilité aussi à l'échelle du bâtiment, ce qui est d'ailleurs une des recommandations du rapport qui est ressorti. Et donc, dans les points que tu as soulevés, il y en a un sur la sensibilisation justement de la population. Évidemment, le citoyen a une responsabilité. Alors, Laurie, comment est-ce qu'on peut accompagner finalement le citoyen dans cette démarche d'appropriation de la connaissance et puis ensuite de trajectoire vers un renforcement de la résilience? Oui, tout à fait. Ça, le citoyen, avant de choisir les mesures ou les stratégies qui sont réellement adaptées à son contexte, je pense qu'il y a un rôle de sensibilisation et de communication du risque. Donc, il y a un gros effort au niveau de la communication du risque qui est à faire à toutes les échelles, que ce soit le gouvernement provincial, les municipalités ou les MRC, parce qu'il y a différents éléments à prendre en considération. Je vais juste en nommer quelques-uns. Mais donc, à quel type d'inondation on fait face? Est-ce que c'est une inondation en eau libre, par embâche, par submersion? Ensuite, on a toute la question des zones 0-20 ans, 20-100 ans, les codes de crue. Donc, ça fait beaucoup là, pour le citoyen à prendre en considération lorsqu'il veut construire un bâtiment qui est plus adapté ou reconstruire suite à une inondation ou que ce soit de la rénovation. Donc, par exemple, il y a une différence entre une inondation en eau libre ou une inondation par en bas, ou une rupture de digue même, où quand c'est une inondation par en bas, une rupture de digue, on n'a que quelques minutes pour évacuer, tandis qu'une inondation par eau libre, parfois, on a quand même quelques jours pour se préparer, puis mettre des sacs de sable, par exemple. Donc, selon le type d'inondation, la réponse et les stratégies qui seront mises en place ne seront pas les mêmes
c'est ça, ne seront pas les mêmes. Donc, je pense qu'en toute connaissance de cause, les citoyens, les sinistrés seront en mesure de choisir les meilleures stratégies là, adaptées à son contexte. Tout à fait. Et c'est la communication justement sur ces enjeux est totalement fondamentale. Et puis ce qu'on voit aussi finalement, ce qu'on réalise, c'est les enjeux d'échelle. Hein. Ce sont les enjeux d'échelle. On voit très bien qu'il faut travailler à l'échelle du bâtiment, qui est vraiment l'objet de l'architecte, aussi à l'échelle du secteur, parce qu'on peut avoir un bâtiment très résilient dans un secteur à risque, et forcément, ce n'est pas ce qui est voulu. Alors Daniel, à l'échelle du bâtiment, comment est-ce que l'architecte, justement, dans un contexte complexe comme le Québec, avec des aléas bien spécifiques, comment est-ce que l'architecte peut apporter son expertise? Oui, je pense que ça commence avec le fait que résilience au niveau des inondations, c'est un sujet important, mais on ne peut pas laisser à côté la question de santé, sécurité et abordabilité et une opportunité à faire des changements radicaux des fois au niveau du bâtiment, mais aussi au niveau de plusieurs échelles de paysage, etc. Donc, je pense que ça commence vraiment avec soit la nouvelle construction bien planifiée, soit la construction existante et qu'est-ce qu'on fait pour prévenir. Oui, il y a tout un travail post-désastre, mais c'est tellement mieux de travailler avant. Un de nos grands problèmes, c'est le manque de diagnostic. Aujourd'hui, quand je demande qui est au courant des coupes de murs dans tous ces bâtiments existants, où sont les matériaux organiques dans ces bâtiments? Est-ce que c'est à l'échelle de l'étage? Est-ce que c'est dans les sous-sols? Est-ce qu'on a du bois qui sera pourri si on ne fait pas quelque chose avec? Où sont des entrées électriques? Où sont des systèmes mécaniques? Quelles sont des opportunités de sécurité existantes dans les sous-sols et à quelle hauteur de rez-de-chaussée? Donc, ça commence vraiment comme ça. Deuxièmement, c'est la notion qu'on va perdre d'électricité pour une période de temps, soit en milieu d'été, soit en milieu d'hiver ou dans des cas extrêmes. Puis nos enveloppes du bâtiment au Québec sont vraiment loin d'être résilientes. Oui, nous sommes en train de faire la recherche pour changer tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour des bâtiments existants? Donc, en même temps, réduire les gaz à effet de serre, améliorer la résilience de nos enveloppes et bien investir l'argent comme il faut. Je vais vous montrer quelques exemples par après. Et finalement, peut-être, c'est une question que déjà Isabelle, c'est un de ses bémols ou points tellement importants, c'est la notion d'éducation et co-apprentissage. Que finalement, à travers une éducation et co-apprentissage, on va construire ce que j'appelle, ou ce qu'elle appelle aussi, la résilience sociale. Parce qu'on ne cherche pas juste une résilience physique, c'est en faisant des activités de co-apprentissage par quartier, par rue, par îlot, on va commencer à mieux connaître nos voisins, lesquels qui sont les plus fragiles et vulnérables, et avoir des plans même pour leur aider et pas juste protéger nos bâtiments. Finalement, c'est les gens qu'on protège. Excellent, merci beaucoup. Et en effet, la résilience n'est pas juste la fabrique, le bâti, mais bien la population qui y habite et qui parfois, malheureusement, subit ces aléas et ces enjeux catastrophiques. Donc, Eric, le rôle de l'architecte, c'est vrai en plus que tu peux nous montrer un petit peu ce rôle en France. Tu es un des architectes leaders majeurs dans la transformation, dans la mise en œuvre de ce nouveau paradigme de métamorphose urbaine et puis aussi de co-construction avec d'autres expertises, hein, comme les architectes du paysage, comme les hydrogéomorphologues, etc. Là, j'ai vu que ma collègue Pascal Biron, qui travaille avec nous sur plusieurs projets aussi dans la salle, mais est-ce que tu peux nous parler sur ce rôle de l'architecte et puis aussi en collaboration avec les autres et aussi avec les parties prenantes finalement du territoire qui peuvent apporter des blocages ou non vis-à-vis des idées audacieuses qui actuellement sont mises en place? Bien volontiers, Isabelle. Je peux raconter quelques mots là-dessus. Je partage assez bien ce qu'ont dit Catherine, Laurie et Daniel sur le fait que l'architecture, elle est avant tout fabriquée pour les habitants. Donc l'idée que l'hypothèse d'engager une prise de conscience des habitants, l'architecture est forcément à l'œuvre sur cette question-là, puisqu'elle est là pour eux. Mais en fait, le grand combat qui existe, au moins en Europe, on connaît moins bien
votre pays, c'est la tension qui existe entre la nature et l'architecture. Et à chaque fois, les questions sont là-dessus. Est-ce qu'il y a de l'architecture ou est-ce qu'il y a de la nature, pour dire les choses un peu schématiquement. Et je pense que, étonnamment, la première hypothèse que je ferais, et qu'on essaye de travailler en France, c'est que l'architecture peut contribuer à faire voir l'inondation non plus comme un fléau, mais comme une manifestation de la nature. C'est ça qu'il faut qu'on accepte. Tant qu'on sera du côté du fléau, de la catastrophe, même si Nicolas nous a rappelé ce qu'on a aussi en Europe, des chiffres de dégâts, de morts tout à fait impressionnants, cette réconciliation ou cette convivialité engagée avec la nature, c'est à ça qu'on doit penser quand on fait de l'architecture. Parce que dans plein d'endroits et bientôt, s'il n'y a plus d'eau, ça sera encore plus grave que s'il y a de l'eau qui s'agite, qui s'impatiente et qui nous bouleverse. L'architecture est une sorte de mesure. En France, on appelle ça l'aléa. Le risque, c'est quand la nature rencontre l'architecture. Mais je pense que le premier pas, c'est finalement de redonner une valeur morale et de se dire que la nature pourrait être bonne comme elle est. Bien sûr, elle change. Je suis tous les événements du changement climatique, mais je pense qu'il faut qu'on l'accepte dans ces occurrences, dans ces transformations de plus en plus rapides pour certains, en déni pour d'autres. Vous voyez, chacun place le curseur où il veut, mais sur les endroits sur lesquels je travaille, évidemment, les choses s'accélèrent ou se multiplient. Donc, le rôle entre les habitants et la nature est une question fondamentale que peut étonnamment se poser l'architecture. Pour passer à l'hypothèse 2, l'architecture, si on oublie cette interaction avec la nature, elle est pensée, au moins en France, sur les règlements, comme de plus en plus étanche. C'est-à-dire que plus les catastrophes grandissent, plus on nous impose une étanchéité complète. Une étanchéité thermique, une étanchéité à l'air, une étanchéité aux microbes, pour ne parler que de la Covid, une étanchéité à la chaleur, une étanchéité aux autres, pour parler de la vulnérabilité et de la solidarité. Et si on dessine les bâtiments complètement étanches, il y a deux écueils. Eh bien, on est séparé de la nature et on est séparé les uns des autres. Donc, pour répondre à la question de la co-construction ou de la cohabitation, on perd le premier. Et pour répondre à la question de la familiarité avec la nature, on perd le second. Et si on est tellement étanche qu'on ne comprend plus les événements, chaque média qui intervient nous dit « Regardez ces gens, ils ont eu un mauvais comportement pendant la tempête. » Mais quels sont nos exercices de confrontation à des tempêtes faibles, moyennes ou fortes, comme le sont écrits nos règlements en France? Et c'est ça que ces abris qui devraient devenir un peu ouverts, pas complètement, parce que s'ils sont complètement ouverts, on partira comme un radeau sur la mer, mais s'ils sont complètement étanches, on n'en comprendra pas les mouvements. Donc, l'architecture, elle n'est qu'un médium, on dira peut-être ça tout à l'heure sur la formation des jeunes architectes, un prétexte à déjà se placer humblement entre une force de l'aléa et un abri possible. Évidemment, les questions techniques vont venir, parce que si on ne pose pas la question comme ça, la question de la digue arrive inévitablement trop vite. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de digue. C'est-à-dire que la question de l'abri, est-ce que c'est la maison qui est l'abri ou est-ce qu'il y a une digue qui protège la maison, suivant qu'elle est déjà là ou qu'elle sera à venir, n'empêche de poser le problème de fond, qui est qu'est-ce qu'on pense finalement de ce rapport à la nature aujourd'hui dans notre bien commun et qu'est-ce qu'on pense du degré d'ouverture qu'on pourrait se donner dans notre façon d'habiter. Et l'architecture, c'est exactement ce médium-là. Et les acteurs avec lesquels on travaille, qui sont bien sûr rarement architectes, entendent très bien ces questions-là. Ce qui permet d'ailleurs d'aller plus vite sur une question éthique plus qu'esthétique. On dira après d'autres mots sur à quoi peut servir l'esthétique, mais on est bien sur cette première pierre de l'édifice. Excellent. Est-ce que quelqu'un veut rebondir avant que nous passions au bloc 2 ? C'est sûr que cette architecture aussi, c'est clair qu'elle doit être pour les habitants, donc elle doit être pensée aussi selon leurs besoins et puis s'assurer de garder une certaine éthique. Dany, je vois que tu as une main levée. Oui, j'adore ce qu'Éric a dit. La seule chose que je vais dire, à mon avis, je vois que l'architecture devrait être un peu comme la nature d'un point de vue biomimétisme. Ça veut dire qu'il y a des moments où on veut être étanche et des moments où on veut ouvrir la nature.
On ne veut pas un extrême ou l'autre. C'est vraiment la flexibilité des deux, à mon avis. Oui, puisque je vois bien aussi ce que vous dites tous les deux, c'est que ce qui est important, ça va être de penser l'architecture ou la future architecture ou l'adaptation des bâtiments existants, autant dans la résilience et une adaptation aux inondations que dans la mitigation finalement, et une adaptation à d'autres types de changements climatiques comme la chaleur. Avec la canicule actuelle, on s'en rend très bien compte. Et là, c'est là que la place de la nature est totalement fondamentale et aussi pour aussi favoriser des milieux de vie intéressants. Très, très bon. Alors, nous pouvons passer éventuellement à la deuxième partie. À moi, Catherine, je crois. Oui, hein? J'avais juste une petite réaction, mais effectivement, ça fait écho à ce que tu viens de dire, Isabelle, mais j'ai bien aimé quand Éric mentionnait ce besoin qu'on semble avoir de devenir étanche à tout type d'aléas. Puis je pense que c'est important de le mentionner dans la discussion que oui, on cherche à adapter les bâtiments aux inondations, mais qu'il y a plusieurs autres aléas sur le territoire du Québec. Il ne faut pas oublier qu'en fait, on cherche à devenir résilient face à ces multiples aléas-là de façon simultanée. Tout à fait, tout à fait. Et justement, l'audace et l'innovation, ça va être de penser à ces différentes mesures qui vont faire que la stratégie va être vraiment résiliente sur le territoire. Alors, après avoir mis la table vraiment là sur le rôle de l'architecte, nous pouvons passer au bloc 2 où nous allons plus nous interroger sur les priorités du secteur de la construction et l'architecture en matière d'adaptation au changement climatique et surtout aux inondations. Et peut-être que Laurie peut commencer à nous parler justement encore une fois de la sensibilisation, de l'éducation et aussi par rapport aux nouveaux matériaux, encore une fois aux bâtiments, etc. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Oui, merci. En fait, comme on l'a dit, je pense que le rôle du citoyen à la base est assez crucial au niveau de l'architecture, comme c'est peut-être lui qu'on va sensibiliser aux différentes mesures ou stratégies. Évidemment, on aimerait ça que les citoyens, comme Daniel l'a mentionné tout à l'heure, qu'il y ait des mesures qui soient mises de l'avant dès la construction. Par contre, je vais parler plus d'expérience. La SHQ, en fait, en 2019, lors des inondations, on est intervenu sur le terrain dans plusieurs municipalités, dont à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis, mes collègues, donc architectes, ingénieurs et techniciens, allaient directement voir les sinistrés pour leur porter conseil sur les éléments comme le dégarnissage des matériaux, comment bien assécher. Donc, s'assurer que les sinistrés étaient donc sur la bonne voie au niveau de ces travaux-là en rétablissement à court terme. Puis, ce qu'on a commencé donc à voir sur le terrain, c'est que plusieurs sinistrés ont commencé à nous questionner sur comment bien reconstruire, mieux reconstruire leur bâtiment. Puis, par exemple, il y a un citoyen d'essayer de ne pas reconstruire de la même façon son solage. L'autre exemple, c'est on a vu que les fondations en bloc, c'était peut-être moins résistant qu'une fondation en béton coulé, là, juste pour donner un exemple assez simple. Mais ce qu'on se demande, c'est, bon, une fois que l'adrénaline est passée, les dégarnissages et l'assèchement s'est complété, donc, quelles sont les ressources qui s'offrent à eux au niveau de l'industrie, au niveau des architectes, des ingénieurs ou des entrepreneurs? Est-ce que ces gens-là sont capables de répondre aux demandes des citoyens? Est-ce qu'il y a un bassin d'entrepreneurs qui sont capables de répondre? Donc, il y a aussi tout un défi de sensibiliser le secteur de la construction aux aléas climatiques de manière générale. Comme Catherine l'a mentionné, aujourd'hui, la thématique, c'est les inondations, mais il y a d'autres aléas climatiques sur le territoire québécois, comme les glissements de terrain, par exemple. Donc, c'est le citoyen qui veut mieux reconstruire, ou comme Daniel a dit, construire dès le départ avec des mesures d'adaptation, ben, il va s'adresser à son architecte ou son ingénieur, puis il faut que ces gens-là soient capables, ces professionnels-là soient capables de répondre aux demandes. Donc, je pense que peut-être un changement de mentalité qui doit s'opérer à quelque part, puis il faut que tout le secteur, donc la construction, soit capable d'arriver, de contribuer à des réflexions et arriver, je sais que Hélène n'aime pas ce terme, mais arriver quand même avec des solutions qui va mener à une plus grande
une plus grande résilience, que ce soit par exemple des solutions d'accueil ou d'évitement, comme ça a été présenté par Hélène au début. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est au moment d'acheter une propriété aussi. Donc, on a quand même tout un parc de bâtiments existants au Québec. Et puis, je pense qu'à quelque part, avec le temps, il va falloir que ça devienne pratiquement un réflexe au niveau des acheteurs et des inspecteurs en bâtiment de soulever des enjeux lorsque le bâtiment est exposé à des glissements de terrain ou des inondations. Donc, exposer tous les éléments qui sont à risque et les acheteurs aussi devraient toujours avoir ça en tête là, lorsqu'ils achètent une propriété. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a des enjeux sur toute la chaîne de la construction, puis il y a donc une sensibilisation à faire au niveau de l'ensemble des parties prenantes, là. Tout à fait, tout à fait. Donc, sensibilisation non seulement sur le risque, mais c'est aussi comment réadapter sa maison, quels matériaux utiliser. Et forcément, il faut avoir des gens formés, des professionnels formés à cette innovation, à ces nouvelles possibilités. Alors, je vais inviter Daniel et Dany et puis Eric justement à continuer parce que, comme vous le disiez, vous êtes architecte et professeur. Donc, forcément, professeur, c'est aussi la relève, cette relève que vous à qui vous enseignez toutes ces nouvelles pratiques. Alors, du point de vue de la formation justement de cette relève qui ensuite peut venir sur le terrain pour nous parler des bonnes pratiques et nous aider, nous citoyens non architectes, à pouvoir passer à l'action. Non, je pense que nous sommes des architectes aussi, alors c'est important d'avoir quelques images en face. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet, un des projets que j'adore, c'est par l'architecte Balkrishna Doshi, Bibi Doshi, qui a gagné le plus grand prix Pritzker il y a quelques années. Et ça, c'est ses bureaux construits en 85. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Ahmedabad, ils ont une monsoon chaque après-midi. Et de voir ça comme un problème, lui, il a vu ça comme une opportunité de célébrer la nature, un peu dans le style qu'Eric a mentionné. Alors, dans cette attitude, on comprend très bien que l'eau va reprendre le site chaque jour pendant au moins 3 à 4 mois. Et la notion, c'est est-ce qu'on peut même imaginer le lien entre l'architecture paysage et la nature comme une opportunité au lieu d'un problème. Une des choses que j'adore, ça, c'est une de ces images qu'il a dessinées pendant qu'il a fait le design de ses bureaux. C'est la notion d'inondation et comment on peut capter l'eau. Parce que l'eau, même pendant les grandes en tempête, peut être une ressource tellement nécessaire. Alors, c'est une notion qu'on peut garder cette eau et célébrer l'eau et même on peut quand même faire le tout avec une construction assez simple. Ce n'est pas nécessairement des contextes compliqués, mais c'est plutôt des détails de construction tellement bien conçus dès la première journée. Mais en même temps, si tous les sous-sols sont vraiment inondés avec l'eau, les matérialités est conçue qu'il y a l'eau et l'air à une certaine hauteur qui va toujours protéger les choses. Alors, finalement, pour moi, c'est la nouvelle construction, évidemment, est tellement simple. Mais ici, on peut voir une image d'une maison existante. Comment, on ne sait pas c'est quoi le sol, quelles sont les situations au niveau de résilience, capacité de dealer, soit avec acier ou béton. Mais c'est très important d'imaginer une enveloppe résiliente, quelque chose que jusqu'à date, on a tellement peu. Alors, cette notion d'une enveloppe résiliente, ce n'est pas juste les niveaux d'isolation et tout le science du bâtiment au niveau de la coupe, mais c'est vraiment la notion de ventilation transversale aussi qui va nous aider aussi. Alors, il y a beaucoup de recherches faites comment on peut au moins avoir 72 heures de résilience à moins 20 et à plus 30 par un design comme tel. Alors, je vais laisser d'autres images plus tard, mais ça, c'était un premier pas.
Oui, mais justement, ce sont vraiment des éléments fondamentaux et qui doivent être percolés dans la recherche et aussi dans l'éducation, dans la formation. Alors, passons à la formation parce que on peut continuer avec Dany, puis ensuite avec Eric. Je Oui, sais oui, que dans oui. votre formation, vous apportez ces connaissances et Oui, aussi les nouvelles connaissances qui vont permettre à cette relève de nous aider à les construire, ces quartiers résilients, ou à les reconstruire. oui, chaque année, depuis 2015, nous sommes impliqués dans un projet incroyable qui s'appelle DRIA, Design Resilience in Asia, où nos étudiants à l'université apprennent vraiment à réfléchir à l'échelle d'un quartier, que des réponses qu'on cherche finalement pas un bâtiment à la fois. Et ça, c'est un exemple d'un des schémas qui a gagné le concours premier prix il y a 4-5 ans. Et c'est la notion que les architectes regardent l'échelle urbaine, travaillent avec des architectes de paysage, des ingénieurs civils, etc. Et de tout ça, ils vont regarder à changer la coupe en utilisant la nature au lieu de compter sur la technologie. Quelque chose que très souvent est très problématique vraiment pendant ces pannes d'électricité encore. Et cette notion est dans un sens métabolique qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut avancer quand même comment on peut utiliser la nature, la végétation existante, utiliser dans ce contexte ici, c'était en Asie. Et aussi la notion qu'on travaille à plusieurs échelles en même temps. Donc, la résilience sociale autant que métabolique ou technique. Je pense que si je retourne à cette notion, une des choses tellement importantes pour les étudiants, c'est qu'est-ce que c'est la responsabilité de travailler avec les valeurs individuelles de chaque maison versus les valeurs communes ensemble. Et je trouve que ça, c'est peut-être un des grands défis pour les étudiants. Comment est-ce qu'on peut choisir de renforcer les écoles existantes, les centres communautaires, versus de donner l'argent à chacun des maisons individuelles. Alors, je pense que un des éléments assez intéressants, et ça, c'est un peu de le Risk Lab à MIT, c'était la notion d'investir ici. On peut voir dans un effort dans le Urban Risk Lab, c'était une des présentations qui était donnée. Encore, je vois que ça change l'écran, je m'excuse. Ici, c'est une architecture qui dit que les gens cherchent un endroit où on peut recharger nos téléphones, chercher des systèmes de sécurité nécessaires, avoir accès au contact aux gens et donc concevoir quelque chose qui n'a pas besoin d'électricité. Mais c'est quelque chose qui n'est pas sur protéger le bâtiment, mais c'est plutôt protéger les gens. Et je pense que ça, c'est un des débats importants de comprendre que dans le diagnostic que j'ai dit au début, qui est tellement important, il faut qu'on sache la différence. Qu'est-ce que c'est le plus grand danger? Où sont les fragilités pour chaque contexte? C'est là où je suis d'accord avec Hélène et tout le monde qu'on ne peut pas faire une solution pour tout le monde. Il faut qu'on regarde. Et ça, c'est une des forces des architectes, c'est de comprendre le contexte autant physique que social. Et nous sommes en train de sensibiliser nos étudiants à cette approche. Merci beaucoup, Dany. Puis aussi, ce que tu dis fortement, c'est aussi les approches que nous avons en multidisciplinaire. Et on peut faire des ateliers. Oui. D'ailleurs, on va en faire un bientôt à Saint-André d'Argenteuil avec vous sur le cas le projet Amerzy. Mais c'est aussi ça, c'est de travailler avec ces autres expertises et l'échelle du quartier ou l'échelle de la collectivité. Et donc, travailler avec ces échelles autant spatiales que temporelles, forcément, pour créer cette résilience. Alors, Eric, toi, quels exemples peux-tu nous donner justement en termes de formation de la relève? C'est exactement ce que vient de présenter Daniel ou Dany, je ne sais pas comment il a envie qu'on l'appelle, mais en fait, quand un architecte parle, il montre autant des dessins qu'il prend la parole. Et ce qui veut dire qu'en fait, quand on traite ces problèmes d'inondation ou de transformation, on a à la fois un problème culturel qui est souvent exprimé avec des mots et un problème de conception qui est souvent exprimé avec des dessins. Le problème culturel, c'est, pour féliciter Bruno et Hélène, c'est ce magnifique ouvrage qu'on nous a envoyé avant qu'on se parle aujourd'hui, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la somme d'une évaluation d'un état de l'art des connaissances.
je me souviens, je crois qu'elle est là avec nous aujourd'hui, Stéphanie Bidault du CEPRI, Centre européen, a fabriqué comme ça des documents à visée culturelle pour que les gens prennent conscience de ce qu'il en est. Et donc, le problème que j'ai avec les étudiants, c'est qu'ils veulent rester que du côté de la conception, surtout dans les écoles. Mais comme les élus avec lesquels je travaille veulent rester que du côté de la dimension culturelle parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec la dimension de la conception. Et donc, voyant deux camps séparés comme ça, des mots et des images, pour le dire plus simplement, ou des textes et des dessins, j'ai inventé une méthode que j'apprends aux étudiants, que j'appelle évaluation inventive, pour qu'il y ait d'un côté 50% sur ce qu'on appelle la connaissance et l'évaluation, et de l'autre côté 5% sur l'invention, pour que ces deux univers-là de nos cerveaux ou de nos compétences, ou finalement de la différence entre un maire et un architecte, ou un ministère et un architecte, ou entre un architecte même et un paysagiste, ou un paysagiste et un ingénieur, se réduisent. C'est ça la grande difficulté. C'est-à-dire que tout seul, on ne trouvera pas la solution. Hélène a raison. À plusieurs, on trouvera des problèmes et des intentions de réponse. Et ensemble, on fabriquera ce qu'on appelle notre curseur de notre bien commun, et ce qui se fera à un endroit ne sera pas pareil à un autre endroit. Et par exemple, en France, on a eu les vallées des Méditerranées qui ont été dévastées. Si on cherche une solution pour réparer toutes ces vallées, on n'y arrivera pas. Si on se dit que le haut n'est pas le bas, que le rapport avec la Méditerranée n'est pas le haut de la montagne, qu'un petit village n'est pas une grande ville, que la résilience peut se jouer une fois à l'échelle de la maison, une fois à l'échelle du quartier, une fois à l'échelle de l'agglomération, à ce moment-là, on engage un travail. Donc, en fait, ce que j'apprends aux étudiants, et d'ailleurs, on a fabriqué un atlas qu'on va mettre à disposition collective, des 100 derniers diplômes de 2010 à 2020 que j'ai encadrés, on leur apprend à faire des dessins pour faire voir et faire discuter. Et je leur apprends à faire des dessins moins savants que ce qu'ils font quand on voudrait briller en architecture pour faire le plus beau des projets. Le plus beau des dessins ferme la conversation. Je me force au bureau tout le temps, je ne suis pas très habile, mais à faire des dessins encore moins bien que ce que je pourrais faire pour que tout le monde puisse me dire « Éric, ce n'est pas ça du tout qu'on est en train de t'expliquer. Tu n'as pas compris le problème. » Et le dessin est suffisamment aimable pour que les gens puissent rentrer dedans. Si j'en avais fait une œuvre, on me dirait « Oh là là, c'est un nouveau Palladio ou un nouveau Louis Kahn, pour citer Ahmedabad que vient de citer Daniel. » Et on n'ose pas parler sur ces choses-là. On se dit « Oh, ça a l'air merveilleux et tellement bien fait qu'on ne peut pas réagir. » La question du dessin, c'est la question de la réaction. C'est comprendre et faire dire à l'autre ce qu'on ne sait pas encore qui c'est, mais qu'il n'ose pas dire parce que puisqu'il le sait, il pense que ce n'est pas utile de le dire. C'est ça l'architecture. Et ça, c'est une nouvelle génération d'architectes qui sort de l'école, non plus des beaux-arts, mais d'une école qu'on appelle une maïotique, et qui peuvent être en rapport avec les autres. Là, on est vraiment à architecture sans frontières. Vous voyez, ce n'est pas que la réparation. Et après, il y a deux endroits que je sépare fortement. C'est qu'est-ce qu'on fait après la catastrophe ou qu'est-ce qu'on fait avant la catastrophe en préventif. Ça, c'est des choses formidablement importantes parce qu'on nous appelle tout le temps après la catastrophe. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne nous appelle jamais avant. On nous appelle tout le temps, il disait combien, Nicolas, 2 milliards de dollars? On nous appelle tout le temps après ce chiffre-là. Et moi, j'aimerais mieux qu'on nous appelle avant. Vous voyez, ça serait l'architecte de l'urgence en préventif, par exemple. Je ne veux pas changer l'après-midi, mais voilà des questions qu'on pourrait inverser. Excellent. Puis aussi travailler avec des scénarios. Ah, je vois que Nicolas apparaît. Ouais, c'est dur de me retenir. J'entends mon nom. Mais tout à fait. Puis je pense qu'il y a une autre dimension que j'en profiterai pour ajouter, c'est que une zone inondable, par définition, c'est quelque chose qui est plus souvent pas inondé qu'inondé. Et quand on rencontre les citoyens, c'est sans doute la chose qui est la plus confrontante, c'est qu'on est en train de leur parler d'une solution qui, en fait, est applicable 0,05% du temps. Et eux, ils pensent aux 99,5% du temps où il n'y a pas d'eau. Et ils veulent que s'il y a eu un investissement supplémentaire à faire, bien, que cet investissement-là soit toujours aussi pertinent 100% du temps, pas seulement jamais. Et c'est un défi, je pense, qui est vraiment important en matière de planification, de design, d'analyse, c'est de ne pas perdre de vue que la très vaste majorité du temps, ce que l'on va faire ne servira à rien
dans sa fonction inondation, mais pourrait servir à d'autres choses, dans d'autres fonctions. Et je pense que ce discours-là, en tout cas dans les expériences que j'ai eues avec les riverains qui ont été touchés, on ne l'entend à peu près jamais, ce bout-là de la discussion. Mais quand on vient, que ce soit construire différemment un quartier, un ouvrage de protection, une construction résiliente, on se rend compte que c'est ça qui est souvent le plus pertinent et le plus important pour les gens. Si j'investis plus, je veux que ça me serve tout le temps, pas juste 0,5 % du temps. En effet, merci beaucoup. Et ça nous amène petit à petit vers le bloc 3. Et puis, je vais inviter Catherine peut-être à nous aider à faire une transition en parlant justement de projets pilotes, de cas exemplaires, mais aussi ce cas exemplaires qui doivent être conçus et construits en favorisant la réglementation en place et aussi avec des suivis. Alors ça, ce sont aussi des enjeux et puis des éléments sur lesquels vous travaillez à Vivre en Ville. Oui, exactement. En fait, je suis bien d'accord avec ce qui a été mentionné là, par rapport à la mobilisation des différents acteurs, à la formation des architectes et tout ça. Je dirais que de mon point de vue de professionnel en aménagement, nous, quand on travaille avec des collectivités puis qu'on essaie d'amener la discussion vers justement des idées de construction ou de reconstruction de certains bâtiments en zone inondable, dans des endroits spécifiques où ce serait propice pour différentes raisons, bien, on se retrouve très vite limité là, dans le contexte québécois. Premièrement, parce que ces pratiques-là ne sont pas communes au Québec, là, comme on le voit, donc ça ne fait pas partie des stratégies habituelles auxquelles les décideurs locaux sont habituellement confrontés. Donc, ça prend déjà un certain courage puis une certaine volonté d'innover de leur part pour pouvoir aller vers ça. Et deuxièmement, bien, le cadre normatif qui est actuellement en vigueur, là, qui vient de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, qui va changer bientôt, mais le cadre normatif actuel ne nous permet pas vraiment, en fait, d'innover de ce côté-là. Donc, pour renchérir rapidement là, sur mes priorités que je pense pour le secteur de l'architecture, c'est vraiment de commencer à expérimenter, à tester des mesures architecturales dans différents contextes au Québec ou à mettre en valeur celles qui existent déjà. Mais pour le faire, ça nous prend un cadre normatif qui nous permette de pouvoir faire un minimum d'expérimentation. Donc, je pense qu'une priorité d'abord, ce serait que le secteur de l'architecture intègre la réflexion qui est en cours actuellement au gouvernement du Québec sur le nouveau cadre normatif pour qu'on puisse réaliser ce type de projet-là. Puis, si on en réalise, j'insisterai pour, je pense que ça vient, c'est déjà dans les discussions, là, mais pour dire qu'il faut que ça se fasse à l'échelle des milieux de vie. Parce que jusqu'à maintenant, au Québec, la plupart des décisions en matière de reconstruction en zone inondable se font à l'échelle de chaque lot individuellement. Ça génère une somme de décisions individuelles puis des situations qui ne sont pas toujours optimales pour les municipalités notamment, qui se retrouvent par exemple avec de nombreux terrains vacants. Puis là, je vais faire le lien avec les projets qu'on mène actuellement. Donc, des solutions qui ne sont pas nécessairement durables, tant du point de vue des finances municipales que de la qualité des milieux de vie aussi pour les résidents. Donc, nous, on propose toujours que si on réalise des projets comme ça, expérimentaux, des projets architecturaux, que ce soit de nouveaux bâtiments ou des rénovations de bâtiments existants, mais que ça se fasse dans le cadre d'une planification urbanistique plus large qui tienne compte des autres objectifs des collectivités. Là, parce que, comme disait Nicolas, oui, il y a l'objectif de s'adapter aux inondations, mais le reste du temps, on a d'autres objectifs collectifs. On veut, par exemple, des milieux de vie intéressants qui sont favorables aux saines habitudes de vie. On veut protéger notre paysage, notre patrimoine. On veut réduire nos déplacements automobiles, par exemple. Donc, c'est tous des objectifs qui viennent parfois en contradiction avec la notion de ne pas construire en zone inondable. Donc, est-ce que, Isabelle, tu souhaites que j'enchaîne tout de suite avec les projets ou on y va? Je vois que Laurie avait une main levée. Peut-être que, de toute façon, là, on est dans le bloc projet, donc on va pouvoir vraiment s'exprimer de ce côté-là. Laurie, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose? En fait, est-ce que je peux me permettre une question à Éric pour rebondir un peu sur ce que Catherine vient de dire? Oui, bien sûr. Bien, ça, Catherine l'a dit, des fois, le cadre normatif, c'est un peu un frein pour expérimenter les nouvelles façons de concevoir. Puis Éric, juste avant, parlait donc d'un clash là, entre peut-être les architectes puis les décideurs, donc les maires ou les ministères en France, où ce que sont peut-être moins ouverts à la conception. Puis je me demandais si le cadre normatif ici faisait partie des enjeux. Éric, peut-être que tu peux aussi prendre l'exemple de Matra, où là, tu as même fait évoluer finalement ce cadre normatif. Oui, Laurie.
cette tension entre le règlement et l'invention, c'est ça que je vise. C'est-à-dire que quand on démarre le quartier de Romorantin, pour le dire très vite, c'est au début un concours classique, on voit bien qu'il y a une petite rivière, mais on est avant 2010, on est en 2007. Tout le monde nous dit que la rivière, il ne s'est jamais rien passé. Et on lance une grande quantité de logements, 400, et on gagne le concours. Il faut 2 ans. 2 ans, on était presque prêt à construire ce qu'on avait dessiné, pour que finalement, l'événement de la faute-sur-mer en France, qui fait beaucoup de morts, invite l'État à ce qu'on appelle une prudence. Une prudence, ça se traduit par un règlement, et donc on est convoqué un soir par la sous-préfète, qui représente l'État en France, et qui nous dit, attention, on a fait des calculs, et sur Romorantin, on attend 1,20 m d'eau. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'est déjà une forme de règlement, et la conception pourtant était faite. Alors évidemment, le maire se fâche, parce qu'il sent que son projet ne va pas pouvoir se faire, et pourtant c'était une grande usine qui avait fermé, il avait déjà une sorte de catastrophe sociale, 3000 emplois perdus, une friche industrielle difficile à transformer, des investissements qu'il n'avait pas économiques, vous voyez, de la pollution. Et je vois bien qu'on est dans une tension qui serait, est-ce qu'on fait passer en force les 400 logements et le projet, ou est-ce que l'État a raison et on ne construit rien? C'est pour ça que mon liminaire tout à l'heure était entre nature et construction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. Et je m'accroche, pas à mon projet, parce que je sais que le projet, il va falloir que je le redessine, mais je m'accroche à l'idée que j'ai là 2 acteurs. J'en prends un dans la main gauche, un dans la main droite, et je ne les ai pas quittés pendant 10 ans. Ils m'ont trouvé très collant tout le temps, hein, et un peu encombrant. Et avec eux, j'ai dit au premier, l'État, quel est votre règlement? Il tient en 2 mots, le règlement français. On était en risque moyen, donc on pouvait construire un peu. Si on avait été en risque fort, on ne construisait pas du tout. Et en risque faible, on peut construire comme on veut. Je continue à dire qu'en risque faible, on pourrait aussi dire des choses un peu plus précises. Vous voyez, des degrés comme ça, des paliers du réglementaire. Je suis toujours avec mes abris ouverts. Et le maire, je lui ai dit, est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse rien ou malgré tout un peu? Et donc, qu'est-ce que c'est que la ville? Qu'est-ce que c'est que la nature à Romorantin? Qu'est-ce que c'est que la Sologne? Si on ne met pas les gens à cet endroit-là, où est-ce qu'on les met? Et on détruira peut-être la forêt de Sologne ou les grandes surfaces d'étangs. On a engagé plein de débats écologiques. On avait un architecte des Bâtiments de France qui lui aussi avait un règlement en disant « mes bâtiments sont tellement historiques qu'ils sont classés qu'on ne peut pas les démolir ». Et les 2 phrases du règlement, ça a été les suivantes. 80% du terrain qui faisait 7 hectares en emprise naturelle, 20% du terrain en emprise constructible. C'est formidable parce que quand ils ont dit ça, le règlement est déjà une conception. Dans les 80% de régulation naturelle, on a mis un jardin et c'est par là que la rivière est passée quand la tempête de l'inondation est arrivée. Mais en même temps, les 80% de surface naturelle, ça a été le grand jardin, comme le disait Nicolas, qui fait que quand il n'y a pas l'inondation, ce dessin-là était bien mieux que le premier dessin que j'avais dessiné. Et la deuxième règle, qui était le règlement, c'est vous ne ferez ni des blés ni remblais pour pas qu'on fragilise des sols naturels ou même qu'on touche à la nature naturelle. Vous voyez la question de la transformation. Et les conversations qui ont été menées avec les acteurs pendant 5 ans, des conversations rudes, on s'est bien disputé, font qu'à un moment donné, au nom même de l'eau, le gouvernement m'a demandé de creuser un bassin de rétention pour garder l'eau du quartier et pas noyer le quartier d'en dessous. Et je leur ai dit, je suis quand même très sympa comme architecte, je respecte beaucoup de choses, mais si vous vous creusez, je veux pouvoir jouer avec les masses de terre qu'on va enlever, et on a mis les routes comme ça en sécurité sous la terre, enfin sur la terre qui devenait des bosses, et on a continué à creuser aussi, dans un jeu dialoguer et négocier. On n'a jamais creusé plus d'1 mètre, on n'est jamais monté plus d'1 mètre. Vous voyez, je vous ai dit que je n'étais pas pour les digues, mais il y a des moments où calmer la cinétique de la force de l'eau, c'est intéressant. L'État fait un règlement parce qu'il craint des débordements. Mais si vous engagez ce que je disais dans le point 2 du bloc, là, la maïotique de la conversation, et qui sentent que la conversation est raisonnée, évaluée, renseignée sur des expériences que j'avais rapportées des États-Unis, du Japon, de Venise, de toute une série d'endroits, j'avais fait comme ça un tour du monde des évaluations, eh bien, ils sont ravis de participer à un ouvrage collectif. C'est ça l'histoire de Matra. Et on l'a fait sur toute une série de points.
Vous voyez, ça fait 13 ans que je suis sur ce projet, il n'est toujours pas terminé, donc ça prend du temps. Il faut accepter de jeter ses dessins régulièrement et d'en refaire. Et ce que je peux vous dire, et là c'est à Nicolas que je dis ça, c'est que le quartier que j'ai fait en négociation avec tout le monde est bien plus intéressant que ce que j'avais construit précédemment dans ma vie, parce que finalement, il y a plus de nature. L'architecte des bâtiments de France a accepté de perdre un peu de patrimoine. Les écologistes ont revu ce qu'ils appelaient la conception de la nature ou de l'écologie. On a parlé de la présence des arbres qui devenaient en bac ou de la présence des arbres qui devenaient ombre. Les en bac, c'est quand, vous le savez, quand les arbres tombent et détruisent les maisons qu'il y a là. On a changé complètement le sens des rues. Elles étaient perpendiculaires à la rivière parce qu'on voulait voir la rivière. Et après avoir pris comme ça pendant 4 ans avec des bureaux d'études, des cours d'hydraulique, on les a placés parallèles à la rivière. Voyez, donc ça fait d'autres dessins. Et puis après, on s'est amusé à ce qu'on appelle l'envol de l'imaginaire, faire voir des choses que tout le monde peut comprendre. On avait 2 rues à dessiner. Celle qui est près de la rivière, on l'a dessinée courbe, comme la rivière, et celle qui est près de la ville, à l'abri, on l'a dessinée droite. Ce qui fait que dans le quartier, on dit aux enfants de 5 ans, si l'inondation monte, tu quittes la rue courbe pour aller sur la rue droite. Comme on pourrait dire à un enfant, quand tu traverses, si tu vois une voiture, tu remontes sur le trottoir. Vous voyez, on a fait ça avec les couleurs, on a fait ça avec les dessins, on a fait ça avec les matières. C'est-à-dire qu'on a remis du sensible dans l'univers sensible de l'aléa. Et ces conversations, elles sont toujours à 10 ou 12. Et il y en a toujours 2 qui se fâchent très fort et qui prennent des positions trop contrastées. Et c'est jamais eux qui gagnent, pour le dire gentiment. Vous voyez, donc, il faut tricoter un peu, quoi. Mais il faut avoir beaucoup d'invention, parce qu'à ce moment-là, faut tenir quand même du projet. Vous voyez, les architectes peuvent jouer un rôle. Bon, je suis trop long, mais le règlement en France continue à être dicté. Toute la France est couverte par ce qu'on appelle les PPRI, les plans de protection de risque d'inondation. Il y a eu un travail formidable fait par Laure Tourjanski de la DGPR. Ils sont très en avance. Maintenant, ils continuent les cartes sur la submersion. On démarre les cartes sur les ruissellements. Et moi, j'attends ces règlements avec un plaisir insensé parce que je sais que c'est le début d'une nouvelle métamorphose de nos villes. Vous voyez, c'est assez sérieux pour que tout le monde vous écoute. Voilà ce qui se passe avec le règlement en France. Justement, et là, on est quand même dans une refonte réglementaire au Québec et on est aussi totalement impatient de voir comment est-ce qu'on va pouvoir développer et puis encourager cette métamorphose des villes. Laurie, est-ce que toi, tu voulais aussi continuer peut-être avec les expériences que vous avez eues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou autre? Donc, d'accord, je me lance. Oui, ça, donc j'ai parlé un peu de notre expérience à Sainte-Marthe-sur-le-Lac lors des inondations en 2019. Donc, ça fait partie de toute une réponse en sécurité civile que je me permets de faire une petite parenthèse sur la structure en sécurité civile au Québec qui découle du Plan national en sécurité civile. Et puis, selon le type de sinistre en jeu, donc, on a une quinzaine de missions qui sont prises à la charge de donc 15 de ministères et organismes, donc selon leur expertise. Donc, par exemple, vous douterez que dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, la mission santé qui est prise à la charge du ministère de la Santé et Services sociaux, c'est une mission qui a été activée, bien sûr. Puis, dans le cadre des inondations majeures de 2019, donc la SHQ est responsable de la mission habitation. Puis, à titre de responsable de la mission habitation, en fait, on s'assure la coordination des interventions qui portent sur la sécurité du bâti en conseillant soit les gestionnaires et les propriétaires de bâtiments résidentiels sur la prévention des dommages et correctifs à apporter, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je dois souligner quand même que mes collègues architectes, ingénieurs et techniciens au printemps 2019, ils ont fait là, plus de 1000 interventions directement auprès des sinistrés chez eux. Donc, près de 1000 interventions là, en environ 3 semaines. Fait que c'est pas rien. Je voulais souligner le travail de mes collègues. Et puis, donc, en même temps, donc la SHQ, on avait déjà développé des outils en lien avec différents enjeux aléas, mais on a développé un outil pour le rétablissement à court terme. Donc, comme je disais tantôt, là, c'est un outil assez pratique pour les sinistrés, au moins avoir des lignes directrices sur, bon, avant de rentrer, avant de faire
avant que les pompiers autorisent, par exemple, le droit de retourner chez eux, les citoyens aussi, les sinistrés peuvent regarder certains éléments pour s'assurer que leur bâtiment est toujours sécuritaire. Par exemple, des indices comme les fissures près des fenêtres, près des ouvertures, ensuite des portes qui ferment mal, par exemple, la dalle qui est fissurée. Aussi des indications sur comment bien pomper l'eau au sous-sol pour ne pas endommager davantage la structure du bâtiment. Comment bien dégager les zones qui sont inondées, retirer les matériaux qui sont abîmés, et puis comment bien assécher, finalement, comme j'ai expliqué, pour pas qu'il y ait de prolifération de moisissures par la suite. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que à la SHQ, on a quand même des ressources assez limitées. On a une quinzaine d'architectes et ingénieurs et techniciens qui peuvent se déployer sur le terrain, mais dans le cas d'inondations plus majeures, ce qui va être difficile, c'est de couvrir un plus grand territoire. Donc, on a commencé à développer une formation chez nous, déjà pour les gens de l'interne sur des lignes directrices lorsqu'ils iront sur le terrain, mais notre souhait à moyen terme, ça serait de former plus de gens, notamment des premiers répondants dans les municipalités comme les pompiers et les inspecteurs qui seraient capables de dire quelques lignes quand même directrices aux sinistrés là, avant de rentrer chez eux. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est totalement nécessaire, en fait. Et puis, ne serait-ce aussi pour éliminer les moisissures, éliminer tous les enjeux qui peuvent se développer et puis fragiliser l'infrastructure et la santé, hein, la santé sur le long terme. Donc on souhaite... excusez-moi, on souhaite vraiment aussi une prise en charge là, quand même du citoyen parce que souvent, ils se retrouvent seuls, en fait, quand ils retournent chez eux. Oui, il fait la demande auprès du MSP dans le cadre du programme d'indemnisation, mais lorsqu'il rentre chez soi, je veux dire, il est seul et il est pris peut-être, il est fait face à plusieurs problématiques. Donc, on va essayer de mieux les outiller. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps avance, donc je vais laisser Dany commenter. Je veux juste donner un commentaire et je vais laisser à Catherine, mais c'est un débat que personne ne veut discuter. Et c'est quelque chose que je discute depuis plusieurs années. Et je vais commencer avec un parallèle. Je pense que tout le monde pense que les gens qui achètent une maison dans la banlieue ont le droit de refaire leur infrastructure dans l'avenir. Ça veut dire refaire les rues, refaire les égouts, etc. Mais la banlieue était construite sur un modèle qui ne marche pas. Catherine, vivre en ville est au courant, il n'y a pas la densité, on n'a pas les moyens de... Si on ne peut pas verdir et densifier la banlieue, il n'y a pas un avenir. Et je pense qu'il faut qu'on deal avec la même réalité avec des secteurs d'inondation. Il faut qu'on pense à des stratégies à grande échelle et pas des maisons individuelles. Est-ce qu'on peut vraiment protéger la grande échelle? Parce que si on regarde la question en Asie avec nos étudiants, les gens sont beaucoup plus sensibles à garder leur emploi après une inondation que leur maison. Ils peuvent toujours reconstruire leur maison, mais s'ils perdent leur emploi pour 6 mois, ça, c'est une crise. Et je pense qu'il faut qu'on pense à la collectivité et pas seulement à les droits d'individus. Et je pense que c'est le même débat entre rural, banlieue et urbain. Et on devra discuter cette question politique et nos investissements. Oui, et puis commentaire qui fait totalement le lien avec ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire penser la reconstruction au niveau de la collectivité, ce qu'on fait d'ailleurs dans certains projets. Catherine, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, puisqu'on t'a un petit peu coupé tout à l'heure? Oui, pas de problème. Je peux parler très rapidement de ce qu'on fait à Vivre en Ville en ce moment dans le cadre du projet que j'ai mentionné au début là, sur la transformation des milieux touchés par les inondations, donc qui est financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on accompagne des municipalités, puis ce qu'on fait, c'est qu'on réalise avec elles une planification urbanistique, oui, des secteurs exposés aux inondations, mais aussi des secteurs environnants. Donc, on va regarder vraiment à une échelle différente et toujours dans l'objectif de favoriser le développement de collectivités viables. Donc ça veut dire que oui, la réduction des risques d'inondation, ça fait partie des nombreux objectifs de développement urbain durable, mais ça fait partie de plusieurs autres objectifs qu'on essaie de concilier puis qui sont parfois difficiles à concilier.
Donc, un exemple concret, en fait, on a différents accompagnements, là, mais un qui est terminé et qu'on a réalisé dans la dernière année, c'était avec la municipalité de Scott, en Chaudière-Appalaches, qui a vu vraiment son noyau villageois là, être en grande partie touché puis démoli après les inondations de 2019. Donc, on est allé regarder vraiment pour tenter de consolider ce qui restait du noyau villageois pour recréer en fait une sorte de noyau villageois à l'extérieur de la plaine inondable parce que c'est là qu'on peut construire actuellement. Donc, d'aller évaluer le potentiel des terrains sous-utilisés ou des terrains vacants qui sont à proximité du noyau villageois mais qui sont à l'extérieur de la plaine inondable. Et ensuite, pour ce qui est de la plaine inondable, on est allé regarder, parce que l'enjeu pour la municipalité, c'est qu'elle se retrouve avec à peu près une centaine de terrains tout d'un coup à devoir gérer, à savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Donc, on est allé évaluer terrain par terrain, en fait, l'intérêt du point de vue urbanistique là, de chaque terrain en fonction de son emplacement, par exemple. Pour que la municipalité puisse prioriser par la suite quel terrain elle va souhaiter garder en sa possession pour faire des projets. Et on a produit en fait un concept d'organisation spatiale là, pour la plaine inondable. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans le détail très, très fin de ce qui va être aménagé sur ces terrains-là, comme le cadre normatif est en changement actuellement. Mais l'idée, c'est un peu que la municipalité puisse se réapproprier les berges, puis la population aussi, avec des usages peut-être moins problématiques que l'habitation, donc des usages, par exemple, récréatifs. Donc, ça amène un changement de vision de la plaine inondable, de tenter de la voir comme un atout pour la municipalité plutôt qu'une contrainte. Ça fait écho à ce qui a été mentionné tout à l'heure. Puis je dirais que nous, dans un monde idéal, dans ce type de projet-là, on aimerait pouvoir inclure des spécialistes en architecture ou en construction sur nos tables de parties prenantes pour accompagner les municipalités. Donc, je pense que ce type d'accompagnement-là, c'est des opportunités intéressantes aussi pour le secteur de l'architecture pour venir expérimenter des mesures innovantes qui vont pouvoir inspirer d'autres municipalités après au Québec. Tout à fait. Donc, ce sont vraiment des projets audacieux à différentes échelles. On en a un d'ailleurs avec la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil aussi en cours et ça demande aussi du courage, du leadership, du courage politique parfois, puis beaucoup de compréhension du point de vue des citoyens pour faire partie du projet, faire partie du changement, etc. Est-ce que quelqu'un veut rebondir avant que peut-être Nicolas pourrait prendre la parole et puis je vais conclure le débat car nous avons encore quelques minutes pour les questions. Puis bien sûr, je vais laisser la parole aussi à Hélène. Je trouve très, très fascinant les échanges qu'on a et je nous ramènerai peut-être aussi à la réalité métropolitaine qui était le point de départ de tout ça. Comme plusieurs régions métropolitaines au monde, on vit dans le Grand Montréal l'enjeu de la densification qui vient d'être nommé. Le modèle de la banlieue, le PMAD, donc le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, l'a encadré, a limité un périmètre d'urbanisation et on vit donc un objectif de densification du territoire qui doit se superposer avec la prise en charge de certaines contraintes. Et comme nos zones inondables sont très fortement déjà développées, ce sont des lieux de densification identifiés. Et donc là, on vit deux objectifs qui peuvent, si on les regarde littéralement et un séparé de l'autre, sont contradictoires. On devrait sortir de la zone inondable, mais en même temps, on veut densifier ces zones-là. Et c'est là, je pense, que toute la réflexion sur l'architecture résiliente, sur la possibilité qu'on a d'utiliser des façons de faire nouvelles, innovantes, appropriées, s'avère tout à fait pertinente. Et je pense que d'un point de vue réglementaire, pour boucler la boucle sur ce point-là, je pense que ça va nous prendre aussi la capacité d'être variable dans notre approche, d'avoir des méthodes d'analyse qui permettent de l'analyse sur site, à l'échelle, oui, de la parcelle, mais aussi du quartier ou de l'arrondissement ou de l'agglomération, parce qu'on sait très bien que, pour prendre le cas de Montréal, on ne pourra pas faire la même chose sur les bords de nos gros cours d'eau qui ont des dynamiques fluviales très particulières que sur le bord de plus petits cours d'eau qui sont très réactifs, qui ne pourront pas être aménagés de la même manière. Et donc, le cadre réglementaire, je pense que s'il y a en matière de gestion du risque, une avenue qui est, je crois, incontournable, c'est qu'il soit apte à permettre de l'analyse sur site pour appuyer la décision, plutôt que des approches mur à mur qui seront appliquées exactement de la même manière en région rurale ou en région très fortement urbanisée. Et ça, c'est un défi parce qu'en même temps, d'un point de vue réglementaire et d'application de la réglementation, c'est pas facile de travailler, c'est plus long, c'est souvent plus coûteux en termes d'expertise, ça prend des moyens, mais quand on a les défis auxquels on fait face en matière de densification du territoire, je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller dans cette direction-là.
Absolument. Et merci beaucoup pour cette intervention qui me permet de conclure. Donc, une table ronde et un débat extrêmement instructif et puis aussi qui montre l'importance du rôle de l'architecte, mais aussi du pluridisciplinaire et puis des échanges avec l'international. Et puis aussi donc de ces outils. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a des chantiers en cours, qu'il y a des projets qui se sont mis en place pour justement développer des outils, Nicolas, tu le sais, d'analyse de diagnostic de vulnérabilité à différentes échelles, avec les différents ministères d'ailleurs. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et oui, il faut absolument s'assurer que les projets, un petit peu comme Daniel et puis Dany nous montraient, sont totalement adaptés et répondent aux besoins et mettent en valeur finalement les enjeux locaux et qui tournent ces enjeux en opportunités. Alors, je vais laisser Hélène conclure parce que nous avons très peu de temps malheureusement pour les questions. Nous nous sommes laissés prendre par l'intérêt des participants et donc maintenant je te laisse conclure. Oui, mais par rapport à ça, on n'aura pas une très grande période de questions. Par contre, personnellement, moi je propose de rester si des gens veulent poser des questions. J'invite aussi aux collègues qui sont disponibles de le faire. Sinon, si vous avez des questions spécifiques pour un de nos invités, je m'assurerai de faire le suivi auprès de vous. Je pourrai communiquer la question pour une éventuelle réponse. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique table ronde très inspirante. En fait, rapidement, pour vous laisser un peu de temps de questions tout de même, moi, je voudrais seulement vous dire la suite un peu. Qu'est-ce qui se passe pour nous chez Architecture sans frontières? Qu'est-ce qui se passe un peu plus largement dans le domaine de l'architecture? De notre côté, chez Architecture sans frontières, avec Isabelle Thomas de l'Université de Montréal, nous avons reçu la subvention donc, du RISC, qui est le réseau Inondations intersectorielles du Québec, eux-mêmes financés par le Fonds de recherche du Québec. Donc, avec Isabelle, mais aussi avec l'Université Concordia, donc avec Pascal Biron, avec comme partenaire la CMM, donc Nicolas, aussi la Société d'habitation du Québec. Donc, Laurie, s'ajoute aussi la Société québécoise des infrastructures du Québec qui vont nous appuyer dans ce projet-là qui s'appelle Architecture résiliente aux inondations, développement d'expertise et transfert de connaissances. En fait, l'objectif du nouveau projet de recherche qu'on débute va être de générer et de diffuser un savoir nouveau sur les mesures d'adaptation du cadre bâti aux inondations qui tiennent en compte les caractéristiques des populations, mais aussi les spécificités territoriales et la dynamique naturelle du réseau hydrique. Donc, pourquoi Mme Biron est avec nous. Elle va pouvoir hydrogéomorphologue, je l'ai bien dit. Voilà. Donc, c'est la suite pour nous. Par rapport à ça aussi, un autre projet encore conjoint avec l'Université de Montréal qui se nomme le CAPRI et aussi avec les ROBVQ, donc les bureaux d'organismes de bassin de versants du Québec. Un projet qui est financé par le ministère de la Sécurité publique. En fait, le but de tout ça, ça va être de concevoir un outil diagnostique résidentiel, adapté ou adaptable aux différents contextes du territoire québécois. Alors voilà. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'entièreté de la table ronde, elle sera en libre rediffusion d'ici quelques jours, quelques semaines. Et aussi, on va vous proposer à tous ceux qui ont été inscrits et qu'on a vos courriels, on va vous envoyer un document complémentaire qu'on a produit, qu'on va produire en fait suite à cette table ronde dans laquelle on va justement colliger différents projets, différentes idées qui ont été nommées aujourd'hui. En fait, je voulais aussi remercier mes invités, bien évidemment, donc Daniel Pearl qui doit nous quitter à l'instant aussi. Catherine, Laurie, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci aussi Isabelle. Oui, et puis aussi rester à l'affût parce qu'il y aura une suite avec Eric. Nous allons organiser une conférence en juin 2022 pour montrer justement des projets en cours au Québec, des projets en cours en France. Donc, nous voulons aussi, comme cela, montrer comment les architectes et puis les différentes parties prenantes, finalement, sont des acteurs de cette métamorphose du territoire. Alors, on peut passer à quelques questions. Oui, moi j'ai oublié de nommer l'OAQ qui va être partenaire de diffusion de tous les projets, donc Architecture sans frontières. On est mariés avec l'OAQ, qu'on remercie
Donc, en fait, j'invite Madame Mireille Asselin. Est-ce que vous voulez vous adresser? Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous faites. Je suis architecte depuis 35 ans. Je suis dans la région de la Naudière. Il y a le fleuve. On a plein de rivières, la rivière l'Assomption, des lacs. Je suis conseillère municipale et puis je m'occupe d'un comité d'urbanisme. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai fait une présentation il y a 2 semaines dans le cadre de Parlons Territoire. On a un problème important à la grandeur de notre région, puis probablement ailleurs au Québec, sur les zones inondables, sur les bandes de protection riveraine, et puis sur la pertinence de faire des projets ou de reconstruire des projets dans des zones qui sont inondables. Donc, j'ai énormément aimé la présentation là, de M. Éric Daniel Lacombe, je pense. Donc, je trouve qu'on a besoin de donner des outils aux urbanistes dans les villes, puis aux comités consultatifs d'urbanistes dans les villes pour avoir participé. Ils ne sont pas formés du tout. Ils prennent des décisions étranges sur ce qu'on peut ou pas faire dans des bandes riveraines parce que c'est leur voisin, quelqu'un qu'ils connaissent. Il y a un travail énorme à faire sur ça. Moi, ça m'intéresse énormément là, si votre groupe progresse. J'ai fait un projet il y a 3 ou 4 ans à la chute d'un bâtiment qu'on a récupéré en zone inondable. On a fait des logements, on a fait des stationnements dans le sous-sol. Donc, il y a moyen de faire des choses. Les architectes ne connaissent pas du tout comment on fait des fondations qui résistent à ça. Ils ne connaissent pas les normes sur où on met un puits, une fosse septique. On n'est pas juste à Montréal. Là. Je travaille aussi à Montréal, mais la majorité de mes projets sont en région. Donc, par rapport aux projets réalisés, justement, en fait, nous, on est toujours intéressés, on ne les connaît pas, ces projets-là, qui a eu un effort, dans le fond, d'adaptation réalisé. Fait que je prends l'opportunité, là. Nous sommes très intéressés à recevoir ces projets-là. En fait, nous, on est en train de faire une recension de tous les projets, dans le fond, qui auraient pu être adaptés. On est aussi intéressés à connaître, en entendre davantage sur des projets qu'on a cru adaptés aux inondations, mais qui se sont avérés défaillants, comme je pense par exemple aux fondations de certaines maisons dans la Beauce qui ont été hydrofugées, qui se sont soulevées. Donc, dans le projet de recherche justement qu'on fait avec Réaction, donc Isabelle à l'Université de Montréal, on fait la recension de cas exemplaires, mais également de cas de défaillance de mesures d'adaptation. Donc, restez en contact avec nous et vous pouvez... L'autre chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que moi, j'ai développé beaucoup des projets donc, dans la Naudière où il y a des zones inondables que les architectes, on veut conserver. Pas juste des zones inondables, mais les zones humides. Donc, dans Mirabel, j'ai fait des projets où j'ai intégré les ruisseaux, puis tu passes 5 ans après, puis les développeurs les ont enterrés, puis ont mis des... ça me fait presque pleurer, là. Il faut vraiment faire la promotion de ça aussi auprès des urbanistes dans les villes. Et faire le suivi, oui. Et je vois aussi là que vous avez des projets à Saint-André-d'Argenteuil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je ne sais pas, là, mais actuellement, on est en train de développer des tours. Donc, dans des zones, on a fait un projet qui est à la chute. Puis, c'est un 60 logements. Donc, on a récupéré des anciens entrepôts, genre IGA, des entrepôts où les camions allaient. Donc, c'était à l'abandon. On a fait des logements là-dedans. Ça a été bien vu. La ville de La Chute a adoré ce projet-là ils ne voulaient rien savoir au début. C'était une grosse densification. Puis, en fait, ils capotent parce qu'on voit juste une dizaine de voitures dehors. Les autres sont toutes à l'intérieur. C'est très dense. Les personnes âgées adorent ça. Puis là, tout le monde nous a demandé de faire d'autres projets. Donc, on est en train d'en développer. Puis, on a des problèmes justement à bien identifier la zone inondable ou la zone 0-20 ans, la zone de 100 ans.
Actuellement, il y a des expertises qui sont faites, là, que c'est normal, je trouve. Il faut éduquer nos clients là-dessus, d'avoir des CA, là, des caractérisations. Puis, il faut beaucoup éduquer les entrepreneurs à ça. Donc, de bien étudier les zones avant de faire des bâtiments dedans. Puis, on a des multilogements qu'on fait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, j'ai 6 projets. Bien, on reste en contact, Madame Asselin, très certainement. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions pour nos invités? Moi, j'aimerais savoir comment on va pouvoir vous suivre. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette de Architecture sans frontières. Donc, vous allez sur notre site web et vous cliquez vous abonner. Puis, dans le fond, ou sur les médias sociaux. Donc, sur LinkedIn, autant Architecture sans frontières y est. Donc, nous, on va faire le relais de tous les développements, dans le fond, relatifs à nos projets de recherche. Et puis, vous pouvez aussi regarder ariaction.com où on a aussi des descriptions de ces projets, puis d'autres projets qui sont en cours.